le pouvoir entre les citoyens et les représentants politiques ou la politique. Donc, Bastien, si vous le voulez bien, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette 6e République pour renforcer le pouvoir des citoyens et les faire participer davantage à notre démocratie? Merci. Pour commencer, je vais quand même vous remercier de votre invitation. Je suis un élu écologiste, donc je suis invité ici comme... alors si j'ai bien compris ce qu'a dit Guillaume, on fait quand même partie de la même famille. Enfin, de façon générale, je crois quand même qu'on fait partie de la même famille et qu'il est important dans... Je ne vais pas faire un dessin, dans la situation actuelle, que nous continuions à dialoguer et même à proposer ensemble. On m'a demandé de présenter rapidement ce qui pourrait ressembler à un cadre. Ce serait quoi la 6e République? Et je voudrais insister en fait sur 2 points. Je ne vais pas traiter de tout ce qu'il pourrait y avoir sur la 6e République, et puis on est nombreux ici à parler. Je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est la simplicité, et le deuxième, la nécessité. La 6e République, ça fait parfois un petit peu peur. C'est des questions, on dit constitutionnelles, c'est compliqué. Bon. En réalité, la 6e République, c'est une idée extrêmement simple qu'on peut résumer de la façon suivante: sortir de l'exception. Sortir de l'exception française. La 5e République, elle est née, vous le savez, en 58 dans des conditions dramatiques. Une quasi-guerre civile, une tentative de coup d'État militaire. Et la 5e République, en réalité, elle n'est jamais sortie de l'exception. Mieux encore, elle a rationalisé cette exception. Et cette exception, c'est quoi? Cette exception, c'est la disparition du principe même de la responsabilité politique. Nous avons réussi cet exploit extraordinaire dans un pays qui est démocratique, selon toutes les apparences, à dissocier totalement l'exercice du pouvoir d'État de la responsabilité politique. Nous désignons, vous le savez, tous les 5 ans, un homme providentiel qui, pendant 5 ans, va exercer le pouvoir en notre nom, sans aucun contre-pouvoir. Un de vos camarades avait appelé ça, il y a une quinzaine d'années, la machine à trahir. Eh bien, on la voit effectivement tous les jours, cette machine à trahir. Pas besoin, je ne vais pas en rajouter sur le gouvernement actuel, mais on a en quelque sorte aujourd'hui sans doute un des meilleurs exemples de toute l'histoire de la 5e République sur les effets de la machine à trahir. Je dois dire que c'est quand même extrêmement triste que ce soit nous, la gauche, je dis nous parce que nous sommes la gauche tous ensemble, que ce soit nous, la gauche, qui donnions cet exemple-là. Sortir de l'exception, le pendant de ça, c'est normaliser la situation. Bon. Et en cela, la 6e République, ce n'est pas du tout une révolution. La 6e République, c'est redevenir des démocrates normaux. Redevenir des démocrates normaux au niveau européen. Après tout, tous les pays européens, sauf Malte, sont, bon, Malte étant une exception, mais enfin, peut-être pas très représentative. Tous ces pays-là sont des régimes parlementaires. Donc la 6e République, c'est instaurer un véritable régime parlementaire. Et pourquoi c'est intéressant pour nous? Pour une raison très simple, c'est que le régime parlementaire, c'est justement le régime qui est fondé sur l'idée de responsabilité. Dans le régime parlementaire, il y a des élections législatives, il y a un Premier ministre qui est issu de ces élections législatives, et ce Premier ministre, à tout moment, peut être amené à rendre des comptes devant la représentation nationale. Là, la trahison n'est plus possible. La trahison solitaire n'est plus possible, ou la trahison à quelques-uns n'est plus possible, puisqu'on est toujours sous le regard et sous le contrôle d'une majorité qui s'est exprimée au moment des élections législatives. Donc la 5e République, c'est sortir de l'exception par le régime parlementaire. Alors vous allez me dire, parce que ça c'est évidemment une objection que beaucoup de gens ont, mais qu'est-ce qu'on va faire du président? Ah mais quand même... on ne peut pas supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel, ça serait trop compliqué, les gens ne comprendraient pas, puis après tout, c'est quand même démocratique. Ben, en réalité, je dois vous le dire, il faut que vous ayez ça en tête.
il y a 12 pays de l'Union européenne qui ont un président élu au suffrage universel direct. Nous sommes le seul pays qui croit que pour cette raison, le président doit gouverner. Alors, de deux choses l'une. Soit les Irlandais, les Portugais, les Autrichiens, les Finlandais, etc. sont des débiles, soit c'est nous qui nous trompons. Moi, je crois que c'est nous qui nous trompons. Alors, ceci étant, il faudra peut-être aussi être un peu intelligent, c'est-à-dire proposer quelque chose. Pas simplement défaire, mais proposer. Qu'est-ce qui pourrait faire notre président élu au suffrage universel d'utile pour la société, d'utile pour nous tous? Nicolas Hulot, en 2007, au moment du pacte écolo, qui proposait de signer à tout le monde, et que presque tout le monde a signé d'ailleurs, personne n'en a jamais tenu compte, mais enfin bon, Nicolas Hulot avait, disons, une demi-bonne idée. Cette demi-bonne idée, c'est qu'il disait qu'il faudrait qu'il y ait un vice-premier ministre chargé du développement durable. Alors, ce n'est pas une très bonne idée parce que deux premiers ministres, en réalité, tout le monde sait bien, ça ne peut pas marcher. Mais en revanche, si on avait un président de la République chargé du long terme, quelqu'un qui ne gouvernerait pas au quotidien, d'ailleurs qui n'aurait pas les pouvoirs de gouverner au quotidien. C'est quoi les pouvoirs de gouverner au quotidien? C'est nommer des fonctionnaires, élaborer des normes et dépenser de l'argent. C'est ça, gouverner au quotidien. Mais un président qui aurait une capacité d'interpellation sur les enjeux du futur, sur les enjeux des générations futures, sur les enjeux du long terme, mais aussi sur les droits et libertés fondamentales. Un président qui utiliserait l'autorité du suffrage universel pour interpeller quand il y a un problème. Voilà, je crois que nous pourrions faire, en quelque sorte, de cette contrainte, de ce monarque républicain que nous nous sommes inventés, en fait, une nouvelle force, une force d'avenir adaptée au XXIe siècle. J'avais prévu de dire deux mots sur les collectivités territoriales, mais je ne veux pas être trop long, puis je crois que tu en parleras un petit peu. Mais il faut dire aussi les choses un peu clairement, et je vais me contenter de dire des choses de principe. Quand on dit la Ve République, on pense gouvernement, parlement, président de la République. Mais il y a pire, il y a bien pire. Chacune des collectivités territoriales en France est bien pire que le gouvernement, le président, le Parlement. Et je suis un élu local, tu es un élu local, enfin nous sommes nombreux à être des élus locaux. Les collectivités territoriales, mais c'est l'horreur démocratique. Les collectivités territoriales bafouent le premier principe, le plus central, fondamental, premier de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. C'est quand même absolument dingue. Alors, là, vous avez vu, nous avons une réforme territoriale en cours de route. Bon, plus personne n'y comprend rien. Je ne suis même pas sûr que les promoteurs de cette réforme y comprennent d'ailleurs eux-mêmes quelque chose. Bon. Mais tant qu'on y est, si on s'unissait au Parlement pour au moins faire cette chose minuscule qui est d'instaurer de la séparation des pouvoirs. C'est assez facile. Hein. Le régime de la séparation des pouvoirs existe déjà pour la Corse. C'est quand même dingue. Hein. On a tous l'image que les Corses, vraiment, c'est un truc un peu bizarre, bon, mais c'est les seuls qui fonctionnent normalement, hein, de ce point de vue-là. Donc si on transposait tout simplement, vous voyez, il n'y a rien de révolutionnaire, les articles du CGCT, du Code général des collectivités territoriales de la Corse, sur toutes les collectivités en France, on serait déjà beaucoup plus en démocratie. Et ça fait partie aussi de la Ve République. Et puis j'ai dit simplicité, vous voyez, c'est simple, hein. Mais j'ai dit aussi nécessité. Et là, nous arrivons dans une dimension qui me semble peut-être encore plus fondamentale. Nous savons tous, et Guillaume Balas le rappelait tout à l'heure, nous savons tous que l'enjeu des gouvernements du XXIe siècle, ça va être d'affronter la société post-croissance. Nous allons rentrer dans un monde où rien, je dis bien rien, de ce qui se faisait avant en matière de production, de consommation, de fiscalité, de modèle industriel, de tout ce que vous voulez, rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que nous devons inventer un nouveau monde. Nous devons inventer un nouveau monde plus sobre, un nouveau monde plus résilient, un nouveau monde plus solidaire. Nous devons inventer un nouveau monde où nous allons créer des richesses, mais des richesses différentes de celles qu'on a créées jusqu'à présent. Nous allons devoir inventer la prospérité sans croissance.
Et pour y arriver, ça ne sera pas des décisions d'en haut, ça ne sera pas suffisant, des plans faits par des hauts fonctionnaires. Pour y arriver démocratiquement, parce qu'on pourrait évidemment se dire que face à la crise, il y a des solutions peut-être autoritaires. Mais si on veut y arriver démocratiquement, il faut que ça soit la chose de chacun. Et nous le savons très bien, la transition écologique, c'est d'abord chez nous. C'est dans notre façon de consommer, c'est dans notre façon de nous déplacer, hein, c'est dans notre façon c'est dans notre rapport au travail. Ça veut dire que cette nouvelle société, on n'a pas le choix, c'est pour ça que je parlais de nécessité. Cette nouvelle société que nous devons construire ensemble, nous ne pourrons la construire qu'avec un système démocratique plus vivant, un système démocratique plus pluraliste, une démocratie plus sociale, une démocratie plus inclusive. Et c'est justement tout ça qu'empêche la Ve République. La Ve République, c'est la concentration du pouvoir. La Ve République, c'est la caporalisation et la confiscation du débat. La Ve République, c'est l'absence de responsabilité. Nous devons avoir du débat, nous devons avoir de la confrontation, nous devons faire participer tout le monde, parce que sinon, ce nouveau monde, nous n'y arriverons pas à le construire, et nous n'avons pas le choix. Donc la Sixième République, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est même pas pour, à la rigueur, on pourrait même dire, c'est même pas pour être plus démocrate. C'est même pas pour satisfaire à des principes. La Sixième République, c'est pour réussir à rentrer dans le monde du XXIe siècle. Et puis, simplement pour finir, parce que on en parlait avant, enfin vous en parliez tout à l'heure ici à la tribune. On a un grave problème de représentation dans notre pays. On a un grave problème de représentation dans notre pays parce que tous nos parlementaires me ressemblent. Blancs, quinquagénaires, bon, ils sont plutôt sexagénaires, enfin bon. Bourgeois, mâles, ça fait beaucoup. Je veux bien être parlementaire, hein, je ne suis pas contre, mais je n'ai pas la prétention de représenter tout le monde. Or, vous voyez, je suis la caricature vivante de ce qu'est un parlementaire. Il faut absolument que nous sortions de ça. Il faut que nous sortions d'un système où moins de 50% du corps électoral est représenté par 100% des députés, qu'ils soient de gauche ou de droite. Nous devons sortir de ça. Et le combat, il va être maintenant. Il va être avant 2017. Et je vous le dis tout de suite, le combat, ce n'est pas une dose de proportionnel. Ça, c'est de l'arnaque. Le combat, c'est la proportionnalisation de tous les scrutins. Et je voudrais que, je pense que, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, là, au pupitre, c'est là quand même la mère de toutes les batailles. Sans celle-là, on n'y arrivera pas. Sans celle-là, on n'arrivera pas à ouvrir le verrou. Et donc j'aimerais bien que partout, vous, moi, dans tous les lieux où on intervient, où on parle avec... nous défendions ce principe-là. Et nous le défendions jusqu'au bout et que nous réussissions à l'imposer au gouvernement. Je suis certain qu'il y a une majorité en France aujourd'hui, déjà au Parlement, pour introduire cette proportionnalisation de tous les scrutins. Sans cette proportionnalisation de tous les scrutins, on n'y arrivera pas. Je vous remercie. Merci Bastien donc, pour cette nouvelle société que vous appelez de vos voeux, donc place aux jeunes. Donc place aux jeunes, Laure, je sais que tu voulais nous parler, vous parliez en fait Bastien de la représentation, la représentativité de l'ensemble de la société française. Je crois que la jeunesse en est exclue, pour ne pas dire en fait... désintégrés donc, de ce champ électoral. Tu parlais des parlementaires, mais on peut le voir aussi dans nos collectivités locales, comment en fait la jeunesse prend peu de place ou a des difficultés à prendre sa place. Donc Laure va essayer de nous expliquer en fait comment par l'éducation, comment par rapport à la question en fait du civisme ou une nouvelle forme de civisme, en fait les jeunes peuvent prendre toute leur place dans cette nouvelle société. Nous
Donc en effet, c'est une question extrêmement large et vaste. Déjà, je vous remercie évidemment pour l'invitation de l'UNEF. En effet, il y a une transition toute trouvée avec l'intervention précédente, une transition qui touche à la question de la démocratie, qui touche à la question de la représentativité, de comment on inclut le citoyen. C'est vrai qu'au début, on pourrait se poser un peu la question finalement de l'intervention du syndicat étudiant sur le thème de la 6ème République tel qu'on l'entend couramment dans les débats et dans les différentes interventions. Mais au contraire, en effet, je crois que les jeunes, ils ont toute la place dans ce débat-là, en tout cas dans le débat de la 6ème République, non pas seulement en termes de réflexion sur le changement de régime parlementaire dans ce pays-là, mais au sens extrêmement large, qui était la fin de l'intervention, qui est l'idée de prendre la question démocratique dans son ensemble, celle justement de redonner le pouvoir au plus grand nombre, de redonner le pouvoir aux citoyens. Alors la 6ème République pour les jeunes, leur redonner la parole, je crois que quand on aborde ce débat-là, il faut d'abord essayer de dresser un peu un constat de ce que peuvent vivre les jeunes. Les jeunes, c'est à peu près 8 millions, peut-être un peu plus d'individus dans la société. 8 millions d'individus qui sont en tout cas caractérisés par une chose. La situation des jeunes, elle est toujours très hétérogène, mais en tout cas, ils se rassemblent autour d'une chose, c'est qu'ils se retrouvent un peu dans la société, dans un espèce d'entre-deux, où ils ne sont pas encore totalement salariés, au sens d'avoir un emploi stable, durable, où ils peuvent construire leur vie de famille, leur vie future, qui sont plus dans des situations de formation ou dans des situations d'insertion professionnelle extrêmement précaires, mais ils ne sont plus du tout non plus enfants à charge, même si c'est peut-être des fois ce que la société peut leur renvoyer. Ça fait longtemps qu'ils ne se considèrent plus comme enfants à charge de leurs parents. Si je dis ça, c'est que c'est important de qualifier cet entre-deux-là qui existe pour les jeunes, parce que se pose une question qui est importante aussi pour notre société et qu'il va falloir traiter, c'est la question de la reconnaissance sociale de cet âge de la vie qu'on peut appeler la jeunesse. Je dis ça parce qu'on parle de reconnaissance sociale. Alors il y a plein d'exemples qui sont débattus régulièrement quand on parle des jeunes. La question de l'accès aux droits sociaux, vous savez que les jeunes sont exclus par exemple du RSA qui n'est pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans. La question du bénéfice de la solidarité nationale. Moi, quand on croise les étudiants autour de nous, il y a une certitude, c'est qu'on les renvoie essentiellement à leur famille ou à leur capacité individuelle de prendre en charge leur destin et de prendre en charge leurs études. Pas ou peu accès au système de représentation. Et puis malheureusement aussi, et c'est l'image qu'on ressent aussi sur la jeunesse, quand ils manifestent, quand ils sortent dans la rue, ils sont souvent renvoyés aussi à une génération qui serait manipulée par tel ou tel syndicat professionnel ou tel parti politique, comme si les jeunes eux-mêmes n'étaient pas en capacité de décider pour eux et de décider pour eux quand ils sortent dans la rue. Pourquoi je tire ce constat-là ? Parce que je crois que aussi une des premières questions à se poser sur la jeunesse, c'est quand on est dans un entre-deux où la reconnaissance sociale n'existe pas ou pas complètement, quand on est dans une situation où on ne bénéficie pas de toutes les solidarités nationales telles qu'il existe pour les autres citoyens, on est souvent d'abord dans des situations précaires importantes et d'inégalités importantes, renvoyés finalement à des systèmes de débrouille où on va se débrouiller tout seul pour pouvoir faire ses études, etc., etc., renvoyé à une forme de repli sur soi et quelque part, d'une certaine manière, finalement, en marge de la société. Et si la société, elle veut intégrer aussi, elle veut permettre aux jeunes de prendre la parole, de participer au débat de société, la première chose qu'il faut qu'elle fasse, la société, c'est aussi de les intégrer pleinement au système de solidarité, à l'ensemble des éléments qui bénéficient à chacun d'entre nous. Ça, je dressais ce constat-là. Alors maintenant, une fois qu'on a dressé ce constat, quel débouché on peut porter pour la jeunesse justement dans cette perspective-là,
de redonner la parole aux citoyens. Déjà, peut-être qu'il y a un terme qu'il faudrait qu'on transforme un petit peu, c'est la question quand on parle de politique jeunesse. Je pense qu'il faudrait maintenant qu'on réfléchisse à une politique avec les jeunes. C'est une petite nuance, mais une nuance qui a aussi son importance. C'est important que les jeunes n'aient pas le sentiment finalement que d'être une population à qui on s'adresse tous les 5 ans, à qui on demande la voix, la participation à des systèmes électoraux, mais que les jeunes ils aient le sentiment aussi qu'on leur donne les moyens d'être décideurs, qu'on leur donne les moyens d'être autour de la table au même titre que n'importe qui dans cette société. Et donner les moyens, à mon avis, et je boucle aussi avec la question qui était posée sur cette table ronde, c'est au moins 3 choses, si ce n'est plus, mais en tout cas au moins 3 choses. La première, c'est la question de l'accès à l'éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de démocratie, quand on appelle les jeunes à participer au débat citoyen, l'accès à l'éducation, c'est une question centrale. C'est ce qui permet à chaque citoyen de se former, de développer son esprit critique, de former des citoyens éclairés. Finalement, on parlait d'égalité à la tribune, mais d'être à égalité pour comprendre aussi le monde autour de nous, avoir tous les outils pour participer au débat démocratique. L'accès à l'éducation, ça me paraît important, et je fais une petite parenthèse en tant que syndicaliste étudiante. Mais aujourd'hui, par exemple, on a une situation dans les universités qui est dramatique. On a des universités qui sont dans une crise budgétaire extrêmement importante, où le risque par ailleurs, finalement, c'est presque le risque d'un repli sur soi des établissements. Il y a un certain nombre de débats qui traversent l'enseignement supérieur, mais il faut s'en préoccuper si on pose la question démocratique, la question de la sélection, la question de l'augmentation des frais d'inscription. Ça, c'est des éléments dont il faut se saisir et qu'il faut combattre, surtout parce que ces éléments-là, ils visent à une chose au final, c'est d'exclure les jeunes aussi de nos universités, souvent les plus précaires. Et à ce moment-là, quand il y a de moins en moins de jeunes qui peuvent accéder aux services publics de l'enseignement supérieur, pour le coup, puisque c'est l'exemple que j'ai pris, et ben ça pose aussi un problème démocratique dans notre société. La question de l'accès à l'éducation, la question de l'accès au droit, mais ça j'y reviendrai pas très longtemps, c'est ce que je vous disais juste avant sur la reconnaissance des jeunes aussi, la reconnaissance sociale des jeunes. Et là il y a plein d'exemples, je veux dire le mouvement de jeunesse, mouvement syndical, mouvement associatif ou politique, il fourmille finalement d'idées, de revendications qui ne manquent juste qu'à être exploitées, que ce soit les lycéens, quand ils portent justement le droit de vote à 16 ans, bah ça c'est aussi un débat qu'il faut qu'on puisse avoir dans la société. Les étudiants, notamment, quand ils portent la question de l'allocation d'autonomie, par exemple, c'est aussi des débats qu'il faut avoir dans la société. Ces éléments-là, c'est des mesures qui sont extrêmement fortes et qui dépassent seulement l'idée d'une aide étudiante ou d'un système démocratique, mais c'est un débat qui pose un modèle de société en tant que tel. Et dernier point, la question de la représentation des jeunes. Plusieurs choses qui peuvent être posées, et là pareil, c'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'éléments de débat là-dessus, mais il faudrait peut-être aussi avoir la réflexion de la question de l'intégration des jeunes dans le dialogue social qui existe aussi dans ce pays. On a un État qui dialogue avec les représentants des salariés, on a un État qui dialogue avec les représentants des patronats. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un troisième acteur qui doit pouvoir émerger, qui sont les jeunes. Pourquoi je dis ça? Moi, je prends un exemple, c'est celui de l'année dernière où il y a une grande conférence sociale qui est organisée. Et puis finalement, pour la parole des jeunes, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un espèce de forum à côté où toutes les organisations de jeunesse étaient réunies et où finalement on pouvait les mettre dans une même salle et puis qui discutent ensemble. Et puis on verra, les grands verront finalement ce qu'ils vont prendre dans les discussions des petits jeunes. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les jeunes, ils devaient être dans la conférence sociale avec le reste de la population. Autre élément, par exemple, c'est la question des services publics. Services publics extrêmement importants, où il y a des usagers dans ces services publics. Là aussi, il y a une réflexion sur comment on intègre les usagers. Alors ça dépasse la question des jeunes, hein,
on peut se poser la question à la SNCF que le dialogue n'ait pas lieu que entre l'État et, j'en sais rien, la CGT, mais que soit intégrée aussi la question des usagers. Mais pour les jeunes, dans leurs espaces, que ce soit dans leur lycée, que ce soit dans leurs universités, là aussi, il y a la question de les intégrer pleinement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et pourtant ils ont des choses à dire chacun dans leurs établissements, parce que c'est des établissements que j'ai cités, des éléments à apporter pour l'amélioration de leurs conditions de vie ou de leurs conditions d'études. Et je finirai juste par une petite anecdote, et notamment sur la représentation politique des jeunes. Moi, j'ai été auditionnée, enfin l'UNEF était auditionnée par un certain nombre de députés sur la question européenne, la question des jeunes et l'Europe. Alors, il n'y avait pas que l'UNEF, il y avait tout un tas d'organisations de jeunesse en France, en Europe. Et la question qui nous a été formulée, elle était la suivante au mot près. Qu'est-ce que vous, les jeunes, vous attendez de nous, les adultes, pour porter la question des jeunes en Europe? Et je crois que c'est important de dire qu'on n'attend pas la bienveillance des adultes et que là, il y a des choses à faire aussi pour la représentation des jeunes, notamment dans la sphère politique, puisqu'on en parlait. Les jeunes, ils ont besoin d'être sur les listes. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur laisse de la place. Les jeunes, ils ont besoin qu'on arrête avec cette idée-là qui ne serait pas suffisamment expérimentés, qu'ils n'auraient pas, j'en sais rien, l'expérience de l'appareil d'État ou autre, puisque cet argument-là, malheureusement, il n'a jamais, ces gens expérimentés, ça serait si c'était suffisant pour permettre de répondre aux aspirations sociales. Par contre, cet exemple-là, cet argument-là, il a par contre toujours justifié qu'un certain nombre de catégories de la population soient exclues des sphères du pouvoir. Je parle pour les jeunes, mais je pourrais dire la même chose pour les femmes, je pourrais dire la même chose pour les ouvriers, donc c'est un élément qui sont importants. Merci beaucoup Laure pour ton exposé, très clair. Stéphane Delpera, donc j'aimerais en fait te poser une question au travers de ton expérience d'élu à la région, de prof à Sciences Po, de maire en fait d'une commune ici dans les Landes. Comment la Ve République impacte l'ensemble des institutions, y compris en fait la vie locale? Bastien a donné en fait quelques éléments. J'aimerais que tu puisses développer en fait davantage cet impact, notamment sur la vie locale. Merci Naïma, bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Je voudrais commencer par un point qui me paraît important de rappeler, parce que j'ai participé à une table ronde sur la même thématique à La Rochelle, et j'ai entendu un certain nombre de mes camarades socialistes très allants pour défendre la Ve République, quasiment plus que la famille Debré réunie, et ça m'avait un peu interpellé, cette évolution d'une partie de nos camarades sur cette thématique, un peu affolée, je dois le dire d'ailleurs. Rappeler un point qui me paraît quand même essentiel, c'est que ce système est contraire à notre histoire, à nos valeurs, à nos principes et à notre culture politique. C'est quelque chose qu'il faut rappeler, je pense, au point de départ de ce débat. Pourquoi? Pas simplement parce qu'il y aurait des bons et des méchants, mais pour une raison très simple. Qu'est-ce que c'est la Ve République finalement? Et ça a été dit tout à l'heure très bien. D'abord le pouvoir du président, c'est-à-dire d'un seul. La Ve République veut nous raconter une histoire qui est contraire à ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est le contrat social. Ce sont des citoyens égaux en droit qui décident ensemble de leur destin, de la politique qu'ils souhaitent voir conduire. La Ve République raconte une toute autre histoire. Elle raconte que la société est une sorte de chaos, que la démocratie est un problème parce que les gens se disputent, parce qu'ils ne sont pas d'accord, et que, heureusement, un homme ou une femme, en l'occurrence toujours un homme, ce n'est pas un hasard, providentiel va surgir pour dépasser toutes ces contradictions et assurer une sorte d'harmonie sociale. Ça, c'est une position profondément de droite.
et conservatrice. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler en introduction dans un débat sur la 5e ou la 6e République. Ce n'est pas qu'un débat technique ou conjoncturel, ça renvoie profondément à ce que nous sommes ou à ce que nous voulons être ensemble à gauche. Premier élément que je souhaitais rappeler. Le deuxième élément, c'est que Naïma l'a dit, effectivement, ce système n'a pas que des conséquences politiques et institutionnelles dans les rapports entre le Parlement, l'exécutif et le législatif. C'est un système qui a, depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, en quelque sorte diffusé ses valeurs à l'ensemble de la société et qu'effectivement de l'Élysée aux présidences de régions, de départements, de grandes mairies, jusque même au club de boules de votre quartier, on retrouve maintenant ce système où tout repose sur une personne qui est censée régler l'ensemble des problèmes. Et poser la question de la 6e République n'est donc pas qu'un problème institutionnel, c'est un problème de changement social global et c'est un problème démocratique au sens vraiment premier du terme. Alors, la deuxième chose que je voudrais préciser, c'est parce qu'il faut quand même leur répondre, même s'ils ne sont pas là. Parce que même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, je sais qu'on les écoute, ça nous arrive par ailleurs, aux arguments des défenseurs de la 5e. Pour les résumer rapidement, c'est un système stable. Bon, il n'y a eu que 27 révisions de la Constitution, donc effectivement, comme stabilité, 27 révisions depuis 1958, on a fait mieux quand même. Hein. On a des constitutions par ailleurs qui, elles, n'ont jamais été révisées, qui sont des systèmes parlementaires. Premier point, donc c'est un mensonge éhonté. Bon. Deuxième élément, ce serait un système très efficace. Et là, je voudrais dire une chose, ça fait un peu slogan, mais je pense que c'est important de le dire en France. La 6e République n'est pas la 4e République. Voilà. Parce que ce qu'on essaye de nous dire, c'est que si on va vers un régime parlementaire, on va vers l'instabilité. Alors que nous savons qu'il existe des outils, Bastien François pourrait le développer mieux que moi, mais et André Bellon également, qui permettent évidemment de limiter les effets éventuels on le voit, ça peut poser effectivement des questions, mais il y a des régulations très simples. L'efficacité de la 5e République, mais dans quel domaine y a-t-il une efficacité? Est-ce qu'il y a une efficacité économique? Est-ce que ça va bien? Est-ce que le pays est bien géré? Est-ce qu'il y a un progrès social depuis que la 5e République a été instaurée? Est-ce que sur le plan international, nous avons progressé? Enfin, quand on fait le bilan de la 5e République, je ne vois pas où est-ce qu'on peut aller chercher l'argument qu'il y a une efficacité dans ce système politique. Je pense même tout à fait le contraire. Je pense que ce système est aberrant et qu'il n'y a qu'en France qu'on puisse imaginer qu'une seule personne au sommet de l'État puisse s'occuper de nommer les fonctionnaires, de faire les choix budgétaires, de décider d'une LGV je ne sais où, de participer à tous les sommets européens, de s'occuper de la crise en Ukraine, de s'occuper d'Ebola, de s'occuper de l'Irak, enfin, etc., etc. Il suffit d'énoncer la liste pour s'apercevoir que c'est extravagant. Et si c'est extravagant, c'est qu'il se passe quelque chose. Il ne s'agit pas simplement, bien sûr, du président de la République. À partir du moment où on constate qu'il ne peut pas gérer ce système tout seul, que se passe-t-il? C'est le pouvoir de la technocratie et des lobbies. Et c'est ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, et particulièrement dans le domaine écologique, par exemple. On connaît le poids des grands corps de l'État sur ces questions. Je ne vais pas les citer pour faire de peine à personne. Mais enfin, on sait comment ça se passe. Et donc le président de la République, la question n'est pas simplement un seul homme qu'il faudrait remplacer par des gentils parlementaires. C'est aussi casser une technostructure, un appareil d'État qui est conçu de manière verticale et descendante, qui confisque le pouvoir à la fois au Parlement et aux citoyens pour le laisser pris en otage en quelque sorte aux mains de quelques hauts fonctionnaires. Alors, je pourrais facilement m'amuser, mais c'est tellement pathétique que c'est presque trop facile, mais vous avez vu la fameuse promotion Voltaire, comment ça se passe, quoi. Enfin, franchement, est-ce que c'est digne d'une démocratie moderne, ce genre de pratique?
c'est un peu pathétique quand même, quoi, hein, quand on regarde ça de près. Mais c'est à ça que conduit la logique de ce système, à la courtisanerie. Et quand on dénonce l'immixtion de la vie privée dans la Ve République, mais ce n'est pas très surprenant. On rétablit la monarchie, donc on rétablit la cour. Et quand on rétablit la cour, ben on revient au scandale qui émaillait à l'époque les petits livres sur les errements des uns et des autres. Voilà, c'est... Bon. Et je rappelle tout ça pour dire quoi? Que ce système fait partie du problème de la crise de la gauche aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas de solution à gauche tant que nous resterons dans ce système-là. Parce qu'à peine nous aurons, en quelque sorte, dépassé le cas de François Hollande, que tout le monde sera en train de s'étriper pour choisir le suivant, au lieu de définir les conditions dans lesquelles on pourrait gagner et gouverner durablement ensemble. C'est donc extrêmement grave. Et je pense vraiment... Et je le dis, ce n'est pas pour défendre les parlementaires et faire un truc un peu binaire, un peu ridicule. Mais on l'a dit, Guillaume le disait dans son intervention tout à l'heure très bien, Renaud également. Franchement, et je le dis sans démagogie aucune, je pense que si nous étions vraiment dans un système parlementaire en France, la politique qui est conduite aujourd'hui ne pourrait pas être conduite parce que les parlementaires auraient tout simplement refusé d'approuver les textes, les principaux virages qui ont été pris. Alors, le pacte de responsabilité, juste pour mémoire, hein, parce que je sais qu'on ne l'a pas tous en tête, sachez que l'ensemble des 60 propositions de François Hollande, ça représentait à peu près 21 milliards d'euros. Le pacte de responsabilité qui n'a été annoncé par personne, validé par personne, et auquel les citoyens n'ont donné aucun quitus, c'est 41 milliards d'euros. En une seule journée, le président de la République peut décider seul de dépenser 2 fois l'argent public du programme qui a été validé par l'ensemble du corps électoral français. Est-ce que c'est ça un système démocratique? Posez la question, je pense que c'est apporter d'une certaine façon une réponse. Plus démocratique, nous dit-on, parce qu'on élit et les Français sont attachés à l'élection du président de la République. Je passe là-dessus, Bastien a répondu très bien tout à l'heure. Effectivement, je conclus là-dessus. Qu'est-ce que ça pourrait être une 6e finalement? Alors je vais vous dire, moi, même si on doit enlever la question du numéro, ça ne me change pas, moi. L'essentiel, c'est que le régime change. Qu'on l'appelle numéro X ou Y, je pense que c'est secondaire. Si ça doit bloquer psychologiquement un certain nombre de gens, moi, je suis prêt à ce qu'on oublie, ce n'est pas très grave. Mais c'est quoi? C'est redonner son pouvoir au Parlement, donc supprimer les articles que vous connaissez tous dans la Constitution, 49 et suivants, 44, enfin toutes les procédures dites de rationalisation parlementaire qui sont en réalité des procédures de putsch, hein, qui renvoient aux conditions de naissance de la 5e d'ailleurs. Et c'est ramener le président effectivement à un rôle qui serait le long terme, les questions internationales, les questions climatiques, le dégager des contingences quotidiennes, redonner au Parlement toutes ses prérogatives, notamment budgétaires et fiscales, parce que rappelons que le rôle, la naissance des parlements, leur légitimité s'est faite, bâtie sur cette question. Il n'est pas normal que ce soit Bercy et l'inspection des finances qui décident à la place de la représentation parlementaire, parce que c'est quand même ça qui se passe aujourd'hui. Donc voilà pour la répartition des rôles à grands traits, il y aurait bien d'autres choses à dire. Mais n'oublions pas que ces institutions sont dangereuses. On a parlé de la montée du Front National tout à l'heure. Imaginez ce que pourrait être, et on le verra peut-être hélas dans certaines régions, cet esprit de la Ve République et les pouvoirs qu'il peut donner à l'homme ou à la femme qui est élu si jamais c'est le Front National qui remportait demain ce type d'élection. Là, on verrait ce que c'est qu'effectivement tout le potentiel de nuisance de la Ve République. Mais la 6e ou la Nouvelle République, ce serait aussi plus de pouvoir, bien sûr, pour les citoyens. Ce serait passé, en fait, pour aller vite, parce que je vois que je suis un peu long, sortir d'un système vertical pour aller à un système horizontal et sortir du pouvoir d'un seul pour aller vers le pouvoir de tous, avec des procédures effectivement très différentes en matière de représentation. Et je rejoins sur ce point Bastien, je pense qu'il y a aussi une logique du mode de scrutin et que nous, socialistes, nous devons aussi entendre, même si on voit bien qu'il y a des questions tactiques, stratégiques derrière, que la proportionnelle n'est pas un gadget, ça fait partie intégrante d'une nouvelle République
Et nous devons arrêter de nous cacher derrière notre petit doigt sur cette question en promettant des 5%, des 10%, des je ne sais pas quel pourcent. La proportionnelle doit être instaurée. C'est le cas dans les conseils municipaux, c'est le cas dans les régions. Et que je sache, elles sont très gouvernables. Et effectivement, là, on aurait une vraie possibilité de représenter les jeunes, toutes les catégories de la société, et surtout d'avoir l'expression de tous les courants politiques et de la diversité de la gauche qui, aujourd'hui, n'est pas représentée comme elle le devrait dans les institutions de la République. Merci Stéphane. Sans transition, je vais donner la parole à André Bellon. Donc, on aurait souhaité en fait avoir un peu votre analyse de la situation actuelle. Bien, tout d'abord, merci. Merci de m'avoir invité à venir dans les Landes, ce qui pour un Marseillais est un acte assez difficile. J'ai écouté tout à l'heure les interventions assez tonifiantes et je me disais, comment se fait-il que j'ai entendu ces derniers temps, à la radio en particulier, autant de mots pour qualifier ce qui, au sein du Parti socialiste, tente d'exercer un droit finalement qui, dans une démocratie parlementaire normale, serait considéré comme un droit normal. Bon. Alors j'ai entendu dire qu'ils s'appelaient des frondeurs, j'ai entendu le mot rebelle, j'ai entendu le mot résistant, enfin j'en ai entendu un certain nombre. Et il y en a un que je n'ai pas entendu et qui me paraîtrait s'appliquer beaucoup plus, c'est penseur. Penseur. Le philosophe Alain disait « penser, c'est dire non ». Non pas qu'on ait le plaisir de magnifier le non comme un petit enfant qui dit non, croit qu'il existe soudain. Non, non. Parce que le non, c'est d'abord la possibilité de dire « je n'accepte pas a priori une pensée ». Je ne l'accepte pas a priori. Et puis ensuite, quand j'ai réfléchi, quand j'ai débattu avec d'autres, éventuellement d'ailleurs, je vais l'accepter. Mais elle est discutable. Toute pensée est discutable. Sinon, elle est un dogme et elle n'a strictement aucun intérêt. Or, dans la période actuelle, c'est peut-être là que nous avons une différence. D'ailleurs, j'ai parlé quelques fois avec Paul Aliès, qui s'occupe de Inconscient pour un système république. La dernière fois, d'ailleurs, c'était une conférence qu'on tenait ensemble à Tulle, dans la Corrèze. C'était un hasard, mais c'était rigolo. Et c'est peut-être là qu'on a une différence, c'est que avant de parler des institutions, c'est pour ça qu'on dit, nous, pour une constituante, avant de parler des institutions, on commence par parler de la place du citoyen de telle manière qu'il puisse participer à ce renouveau tel qu'il devrait se faire pour mener à un bon résultat. Parce que tout résultat qui sera concocté, bien ou mal, dans des officines, à mon avis, mais ça c'est un débat, est voué à l'échec. Inévitablement. On ne peut sortir, je n'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans. Je pense que la situation s'est profondément aggravée depuis 10 ans. Et pas seulement du fait du locataire actuel de l'Élysée. Hein. Je crois qu'il y a un processus logique qui fait qu'il est encore pire que les précédents parce que la situation est encore pire que pour les précédents. Voilà. Mais ça ne change rien au problème. Je crois qu'en ce moment, il y a un besoin, au-delà de toute autre considération, de reconstituer cet être politique fondamental qu'on appelle communément le peuple. Et qu'on cesse d'avoir peur du peuple, que c'est populiste, que c'est pas bien, que c'est la populace, que c'est je sais pas trop quoi. Le peuple, c'est un corps constitué qui, dans une démocratie, a le pouvoir. Et pour un mot encore plus horrible et obscène, la souveraineté. Parce qu'il y a des mots qui ne se disent plus, paraît-il. Alors, il ne faut pas s'étonner par rapport à ce préalable, de dire nous sommes à un tournant historique majeur. J'ignore ce qu'il en sortira, ça dépendra, je l'espère, de nous, mais en toute hypothèse, il faut savoir analyser pourquoi nous sommes dans ce tournant, et comme dans tout tournant, il y a des forces de résistance qui veulent empêcher le changement parce qu'elles ont peur, parce que c'est leur intérêt, parce que. Et il y a ceux qui voudraient le changement, mais ils ne savent pas très bien lesquels, et on leur a tellement expliqué que ça serait l'horreur qu'ils hésitent. Alors, dans les difficultés actuelles,
Comme disait Hannah Arendt, quand un système promeut des valeurs et qu'il est infoutu de les réaliser, ça s'appelle un totalitarisme. Et nous sommes en train d'aller vers un totalitarisme. Et ce totalitarisme, il est à la fois national et européen. Là, de ce point de vue, j'aurais des nuances sur ce qui a été dit. Je crois que la crise est plus profonde que celle qui est sur le simple territoire national. Alors, crise. Écoutez, crise sur la définition même de la démocratie. Les attaques contre le suffrage universel. C'est absolument ahurissant en ce moment. L'impact des thèses sur le tirage au sort. C'est prodigieux. Alors, j'ai noté cette phrase parce que je l'ai trouvée rigolote. Notre amie Fleur Pellerin, quand elle a été nommée, s'est montrée fière d'incarner une manière différente de faire de la politique, pas forcément en étant désignée par le suffrage populaire. Elle a dit qu'elle représentait une nouvelle génération issue de la société civile et de la diversité. Comme ça ne veut pas dire grand-chose, effectivement, on peut mettre n'importe qui. Elle a un peu oublié au passage qu'elle était conseillère référendaire à la Cour des comptes, comme d'ailleurs le président de la République, mais c'est un détail. Deuxième contradiction majeure. Le mot souveraineté, qui est considéré comme archaïque, comme dangereux. Souveraineté, d'ailleurs, c'est le Front National. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je suis navré, mais enfin, article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Article 2, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc on a bien toujours cette idée de peuple, cette idée de souveraineté des peuples. Alors on ne peut pas continuer éternellement à avoir des textes fondateurs qui organisent notre société et notre vie politique, et en même temps avoir un principe qui non seulement les nie dans la pratique, mais les combat dans la philosophie politique. La souveraineté, c'est mauvais. Alors si c'est mauvais, pourquoi c'est dans l'article 3, pardon. Bon. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce que la démocratie? C'est là qu'il faut avoir une réflexion. Parce que dans les thèses actuelles, la démocratie, c'est devenu de plus en plus, et c'est là que je reprends mon idée, il faut dire non quand on pense. C'est devenu de plus en plus l'acceptation des contraintes et des discours officiels, en particulier les discours économiques, puisque l'économie est devenue le nouveau dieu de la société dite civile. Dans le monde actuel, on cherche à avoir le consensus. J'ai noté un article dans une petite brochure du Conseil de l'Europe qui s'appelle « Le processus constitutionnel, instrument pour la transition démocratique ». Bon, je ne vais pas tout vous lire, bien entendu, mais je voulais juste un passage. Le système le plus approprié pour élaborer un texte constitutionnel serait de nommer dans un premier temps un comité d'experts, chacun d'entre eux bénéficiant de la confiance de la grande majorité des forces politiques. Le travail des experts serait suivi d'un débat à l'Assemblée constituante sur l'ensemble du texte. Toutefois, il est à noter que tout amendement détaillé du texte pourrait avoir des conséquences imprévisibles et réduire à néant le travail du comité. Enfin, une fois approuvé, ce texte serait soumis à un référendum populaire à l'occasion duquel tous les partis politiques s'engageraient en faveur du oui. Bon, ça nous rappelle vaguement quelque chose. Je veux dire que cette idéologie du consensus fondée sur une expertise non discutable, c'est une idée qui est répandue dans tout l'Occident et qui tue la démocratie. Et c'est cette idée-là qui doit être combattue. Or, il y a deux manières de remettre en cause, de réagir par rapport à ce genre de situation. La première, c'est d'officialiser la dictature. Pour ça, je m'étais amusé à appeler mon livre « Ceci n'est pas une dictature », parce que j'aime bien Magritte. Bon, donc. Et ça, c'est l'option Front National, qui d'une certaine façon, est la conséquence naturelle de tous les renoncements, de toutes les remises en cause et de toutes les critiques philosophiques auxquelles nous ne savons pas répondre. Il y a une deuxième possibilité qui est effectivement de reprendre de façon démocratique, avec tous les risques que cela comporte, c'est évident. Mais en même temps, je pense que tout processus peut aussi trouver son fonctionnement normal.
bien ça, c'est la constituante. Alors c'est pour ça que j'avais, dans le monde diplomatique, je fais un peu de pub au passage, fait un article qui s'appelle « Bonapartisme ou constituante », qui me paraît les deux branches de l'alternative telles qu'elles vont se poser, telles qu'elles se poseront inévitablement. Alors qu'on ne dise pas, bien entendu, quand nous disons constituante, on est disant constituante au niveau national, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des constituantes dans tous les autres pays, ce qui d'ailleurs pourrait amener, logiquement, à de nouvelles relations plus équilibrées, plus démocratiques, plus sociales et plus écologiques. Mais au moins, elles seraient débattues par les citoyens, et non pas comme ça, dans des cabinets secrets dont on ne sait pas très bien d'où ils émergent et à qui ils obéissent. Donc, elle est nationale. Il n'y a pas une constituante européenne, il y en a déjà une, on a dit non, avec le résultat qu'on sait d'ailleurs. La seule différence d'ailleurs, à ma sens, importante, entre le traité de Lisbonne et le traité constitutionnel européen, c'est qu'on a fait disparaître le mot constituante. Ce qui n'est pas un détail, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors face à tout ça, une dernière remarque, puis après je pense qu'on va parler 2 ou 3 minutes, la question de l'exception. Il est incontestable que le système français, dans sa forme institutionnelle, est une exception en Europe. Une espèce d'omniprésence des présidents qui doit tout faire, et qui le fait mal inévitablement parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça, c'est vrai. Cela étant, ce n'est pas parce que cette exception est absurde que toute exception serait absurde. C'est-à-dire que la Révolution française était une exception, je pense que ce n'était pas une absurdité. Je pense même qu'elle avait pas mal de potentialités. Ensuite, on pourrait faire une analyse historique, mais enfin, dans ses fondements, c'est quelque chose de tout à fait important, essentiel. Donc, je ne suis pas pour l'idée, on le fait parce qu'on est exceptionnel. On le fait parce que c'est mauvais. Voilà. Et si on fait une exception qui est excellente, eh bien, ça sera très bien d'avoir une exception. Ça pourra peut-être donner des idées aux autres. Mais dans tout ça, et c'est pour ça, et ce que nous avons constitué cette association sur une base de cercle, c'est-à-dire non pas une association nationale avec un grand chef, moi, et des soumis. Non. Nous avons dit, il y a un bureau qui est plutôt un bureau administratif qu'un bureau politique. Et puis il y a des cercles qui, sous réserve, qui respectent nos statuts, c'est-à-dire l'obligation d'être démocrate, républicain, attaché au suffrage universel et laïque. Sous ces réserves, les cercles font ce qu'ils veulent. Donc une conception très décentralisée du fonctionnement collectif. Voilà. D'où le fait que si j'avais à faire une conclusion, du moins temporaire, puisque j'ai bâti mon discours sur le citoyen, son rôle, et le fait que de toute façon, aucun pays, la France comme les autres, ne pourra faire face aux défis tels qu'ils se passent aujourd'hui sans le soutien de son propre peuple. D'ailleurs, soit dit en passant, l'Allemagne l'a très bien compris, qui par la décision de la Cour de Karlsruhe sur le traité de Lisbonne, comment on appelle ça, l'arrêt de Lisbonne, oui, a décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de décision européenne qui ne soit approuvée par son propre Parlement. Donc, il faut reconstituer le peuple. C'est ça la vraie question. C'est à lui, ensuite, de trouver les voies pour l'organisation institutionnelle et voire administrative de ce pays. Et je dirais, nous avons depuis des années des gouvernements qui nous demandent d'espérer en nous mettant dans la désespérance. Et là, je repense souvent à Sénèque, un philosophe romain, qui disait « Quand vous aurez désappris à espérer, vous apprendrez à vouloir ». C'est peut-être le moment de le faire. Merci beaucoup, André. Merci. Je vais ouvrir en fait le débat. Donc, s'il y a quelques, il faudra par contre se rapprocher des micros.